Dans le procès Pellico, les viols de Mazan, un mari qui sédate sa femme pour la violer avec d'autres pendant 10 ans. Procès hors norme, 31 mois d'instruction, 51 hommes mis en examen, une dizaine d'heures de vidéos de scènes de viol, 60 000 pages de dossier. Et cette question, qui est Dominique Pellico et comment peut-on faire ça? Cette question, son avocate n'a cessé de se la poser en acceptant sa défense. Elle publie ce livre, Défendre l'indéfendable, avec sa consoeur Danielle Prieur, qui nous rejoignent dans un instant. Mais d'abord, souvenez-vous, rappelez-vous les mots de Gisèle Pellico, juste après le verdict du 19 décembre 2024. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Bonsoir Béatrice Zavarro et merci d'être là avec votre co-autrice et consoeur, maître Danielle Prieur. Bonsoir à vous deux. On va évidemment revenir sur votre livre dans un instant, Défendre l'indéfendable. On sent dans ce livre une forme d'admiration pour Gisèle Pellico, que l'on écoute à l'instant, cette journée de verdict. Vous avez du respect, c'est plus que ça, je dirais, pour elle, pour sa sérénité, sa dignité, ses choix, l'ouverture du procès. C'est surtout son choix. C'est ce choix d'ouvrir la porte de l'audience et de dire je ne demanderai pas le huis clos. La publicité des débats étant le principe, je ne vais pas demander le huis clos et je veux que le monde entier regarde les vidéos qui ont été tournées. Donc je trouve quand même que ça force le respect. Cette décision qui a été en plus la genèse de tout ce que nous avons vécu après. On va revenir dans le détail sur la stratégie de défense que vous avez choisie avec votre client Dominique Pellico sur cette rencontre fondamentale. C'est le procès d'une vie, on le comprend parfaitement, même s'il y en aura d'autres. Espérons. Vous dites, au fond, je n'ai jamais voulu me poser en adversaire à Gisèle Pellico. Et c'est très juste parce que même physiquement, vous la saluez tous les jours. Oui. Je l'ai saluée la première, le 2 septembre, quand les débats se sont ouverts. Mais elle n'était pas mon adversaire parce que, contrairement à tous ces dossiers de viol, je dirais classiques, pardonnez-moi, mais c'est pas elle qui déclenche l'action publique. C'est pas elle qui pousse la porte du commissariat pour dire « j'ai été victime de viol ». On lui apprend son statut de femme victime de viol. Et donc, on ne peut pas venir sur le terrain d'une éventuelle responsabilité qu'on pourrait lui attribuer. Donc, comme certains ont pu le faire. Comme certains ont pu le faire. Donc, moi, j'ai toujours dit, Madame Pellico n'est pas mon adversaire et je ne me comporterai pas comme un adversaire vis-à-vis d'elle, bien sûr. Et vous êtes de ces pénalistes qui à la défense dans la peau. Et vous le racontez d'ailleurs très bien, il y a eu d'autres clients. C'est important de le dire, il n'y a pas que Dominique Pellico, mais quand même. Quand vous rencontrez Dominique Pellico, raconte la rencontre, Radio Baumette. Puis je vous passe la parole, Laurent Geoffrin, dans un instant. C'est quoi Radio Baumette? Comment se passe la rencontre et comment on accepte? Est-ce que vous avez été dissuadé? Est-ce que vous avez hésité à défendre Dominique Pellico? Non, il m'écrit, tout simplement, parce que ça se passe comme ça. On reçoit une lettre de désignation. Depuis la prison de Marseille, les Baumettes. Bien sûr, de Marseille. Il m'écrit sur les conseils d'un détenu qui lui dit, écoute, Dominique Pellico explique qu'il recherche un avocat et cet individu lui dit, j'ai Maître Zavarro, écris-lui et puis tu verras bien si ça convient ou pas. Mais donc la première rencontre se passe sans que je sache rien de cet homme. Pour moi, c'est un nouveau client, un petit peu comme je le développe davantage dans le livre, mais je vais rencontrer un nouveau client et c'est ensuite que j'apprends l'ampleur du dossier qui l'accable. Oui. Et on accepte immédiatement? On accepte parce qu'on est avocat. Pourquoi? Expliquez-nous, ça veut dire quoi, on accepte parce qu'on est avocat? Malgré la monstruosité des actes. Parce que je défends un homme, je ne défends pas l'acte, je ne défends pas le crime. Je défends l'homme qui a commis
ce qu'il a commis. Mais pour autant, c'est un homme qui vous demande, qui vous accorde sa confiance et qui vous demande de faire un chemin de vie avec lui et qui vous explique son parcours et vous vous dites que c'est pas possible. Et puis, pardon, mais un avocat défend, c'est très basique ce que je veux dire. Un avocat défend, un médecin soigne et voilà. Et puis on peut pas venir. Vous avez des confrères qui auraient dit non. Il y en a des avocats qui refusent. Bien sûr. Et comme il y a des avocats qui qui n'assistent que des parties civiles parce qu'elles vous disent ou ils vous disent je me sens bien que dans cette posture-là. Et c'est compréhensible et respectable aussi. Ce qu'il faut dire, c'est que le livre est très bien écrit. Merci. Et parce que vous l'avez écrit toutes les deux, c'est difficile d'écrire à deux. Avec Daniel Brière qui a suivi tout le procès. Et le phrasé, tout ça, c'est très bien fait. Et on s'attache au personnage, c'est-à-dire à vous, comme dans un roman, pratiquement, sauf que tout est vrai. Et donc, c'est des félicitations d'abord, parce que c'est pas facile de faire des bons livres, même sur des choses aussi fortes. Et c'est un auteur Merci. de longue date qui vous le dit. Merci beaucoup. C'est pas pour être gentil, parce que c'est la vérité, c'est pour informer aussi les spectateurs qu'ils ont intérêt à le lire. Et deuxièmement, il y a une question que je me pose. On ne se dit pas quand parce que quand vous avez vu Pellico, il dit bah oui, j'ai tout fait. C'est moi le coupable, il n'y a aucun doute, j'admets tout. Alors là, à partir du moment où il admet qu'il est coupable, parce qu'il sait que les preuves sont accablantes aussi, vous n'aviez aucune chance d'obtenir le moindre indulgence du tribunal, quoi. Et on ne se dit pas comme avocate, bon, alors j'y vais pour l'honneur, je défends les gens, etc. Mais enfin, de toute façon, j'ai aucune chance. En fait, la particularité de cette affaire, c'est que... À moins que vous vouliez... non. La particularité de cette affaire, c'est qu'on était dans des rôles bouleversés et dans un contexte de dossier totalement singulier. C'est-à-dire que vous aviez Dominique Pellico d'une part et vous aviez 49 autres hommes, parce que 51, c'est le nom, mais il y en a un qui était en cavale, entre guillemets. Et donc, vous aviez ces hommes-là, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, qui voulaient un petit peu se dédouaner. Oui, à dire que c'était lui le manipulateur. Lui le manipulateur, et Madame aussi, parce que c'était leur discours aussi, et que Madame aussi était frivole, libertine, exhibitionniste, etc. Et donc, ils ont voulu se frayer ce petit chemin entre ces deux thèses. Et donc, moi, soit effectivement... Au motif, comme vous dites, que M. Pellico reconnaissait les faits, je m'asseyais et je ne disais rien pendant 3 mois et demi. Soit au contraire, je contestais quand même, parce que c'était important, la thèse selon laquelle il était menteur et manipulateur. Et je disais, vous aviez une information qui était limpide et vous êtes arrivé dans cette chambre à coucher en connaissance de cause. Et c'était ça ma posture. Ce qui m'a valu... Et vous étiez en conflit avec les avocats de tous ces hommes? Bien sûr. Ce qui m'a valu le statut d'avocat général, bien sûr. À un moment, on dit, mais on vous traite de procureur, quoi. Oui, alors ça, c'est très impressionnant. Vous êtes mise au banc. Peut-être, Daniel Brière, vous avez suivi tout le procès, mais il y a une violence sur le banc des accusés. Les avocats des autres co-accusés vont vous court-circuiter complètement. Et cette violence, on le vit à travers le récit du procès, mais dans la salle d'audience, vous avez suivi le procès, ça devait être très, très fort. Elle existe par la place qui a été assignée à Béatrice. Elle existe dans la salle des pas perdus. Elle existe dans Avignon. Béatrice Zavarro l'a subie tout le long du procès. C'est quoi cette place qui a été assignée à Béatrice Zavarro? C'est quoi cette place? Elle a été mise tout au bout, c'est ça? Non, c'est la place, tu peux le raconter, Béatrice, qui a été assignée par le président et qui a distribué... Et en fait, la cour est assez large, mais je suis positionnée à l'extrême gauche, alors à l'extrême droite du président, mais à l'extrême gauche si on a dos à l'entrée. Et voilà, on est au pied du banc de la greffière. Et on voit très partiellement la cour. Comme sur un strapontin, quoi. Presque. Et donc, on est là. Et les autres, je suis un peu dénuée de tout voisin aussi. Et les autres sont là dans la salle avec leurs avocats. Et on ne s'approche pas trop. Enfin, c'est Est-ce que vous êtes devenu ami avec votre client? Oui, je peux dire ça, oui. Je suis devenue amie. J'ai une relation très professionnelle. C'est pas gênant de dire je suis ami de ce... violeur en série et d'organisateur de viols monstrueux. Alors, tueur en série, je ne peux pas vous laisser dire ça. Violeur. Violeur Ok, pardonnez-moi. Mais non, j'ai un rapport avec lui très professionnel. J'ai un rapport avec lui axé sur sa défense. Mais en même temps, on a un rapport de confiance mutuelle et on se parle très normalement. Voilà, Alors, qui est-il ? Vous dites que c'est le fruit de ces traumas. Tout à fait. Vous dites que expliquer n'est pas justifié. D'ailleurs, vous avez été assez amer du verdict. Vous l'expliquez,
Vous auriez aimé, il a eu la peine maximale, 20 ans de réclusion et les 2 tiers de sûreté. C'est qui précisément? Puisque c'est l'homme que vous défendez. C'est un homme qui est le fruit, comme je l'explique et que je le développe, c'est un homme qui est le fruit de ses traumas. C'est un homme qui n'a pas pu faire acte de résilience et c'est un homme qui se retrouve confronté à ses traumas d'enfance qui font de lui cette personnalité, qui lui donne cette personnalité que les experts ont nommée une personnalité qui... Mais est-ce que ça atténue sa responsabilité? C'était pas mon propos. Mon propos, c'était d'expliquer. Quand on dit ça, en général, à beaucoup de gens, ils disent « Oui, d'accord, vous êtes en train d'expliquer qu'il avait une enfance difficile, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. » Alors que c'est quand même lui qui a choisi de le faire. Oui, mais mon propos, c'était pas de justifier. Mon propos, c'était d'être conforme à notre droit, c'est-à-dire on explique le passage à l'acte. Et ça participe aussi du procès équitable. C'est-à-dire qu'on écoute un accusé, on écoute son parcours de vie. Oui. Voilà, je ne dis pas c'est un monstre et puis il aura le maximum et puis moi, basta. je ne l'aurais jamais dit. Non, mais des gens l'ont dit. Monstrueux. Pardon, et pas l'homme. Ce sont les actes commis. Ça, vous faites bien cette distinction. Complètement. Daniel Prieur, vous avez assisté à ce procès. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et pourquoi il faut l'écrire, cette vie de Béatrice Zavarro? Il y a le procès, il y a toute la plaidoirie qui est retranscrite, mais il y a aussi l'avocate de Marseille. On apprend des choses et on comprend aussi comment on devient cette avocate qui défend avant tout. Je venais d'écrire un livre et j'étais à la recherche d'un petit sujet, d'un gros sujet. Et Béatrice, c'est un énorme sujet. Et Béatrice rentre dans mon œil par une petite photo lors d'un de ses premiers portraits. Je crois que c'était dans Elle. Et j'ai comme une intuition et comme une envie de la rencontrer pour lui faire une proposition d'un livre pour lui rendre justice par la littérature. Ce que je veux dire, c'est que avoir une autre ouverture que la chronique judiciaire ou que les portraits des journalistes pour raconter sa vie et comment... Pourquoi c'était important des éléments de vie? Parce que l'essentiel, c'est le procès. Mais pourquoi il faut quand même comprendre, l'étudiante en droit, celle qui finit par rompre avec ses parents, qu'elle admire autant. Voilà. Mais c'est important aussi dans une vie, le choix d'une vocation, c'est pas rien. C'est complètement ça, Béatrice. C'est le choix d'une vocation, c'est le choix d'un compagnon, c'est le choix d'une vie. Elle est extrêmement claire avec ça. Elle est très forte avec ce qu'elle a décidé dans la vie. Et pour le raconter, il fallait avoir un regard différent, un regard nouveau. On peut expliquer comment on a travaillé toutes les deux. On s'est rencontrés dans une pizzeria au bord de la mer. On a passé un excellent repas. Béatrice a été positive et même enthousiaste de ce projet qu'on a conduit toutes les deux. L'éditeur a mis la forme qu'il souhaitait mettre ensuite. Et puis on a procédé par interview, enregistrement des interviews. On a eu une relation par WhatsApp très fréquente, puisqu'on correspondait toutes les deux et on se demandait des détails. Béatrice a relu progressivement. Elle a beaucoup aidé sur les parties très techniques. Je ne suis pas pénaliste. Je connais beaucoup de pénalistes, mais je ne suis pas pénaliste. Donc c'est un monde qui m'a inconnue, mais je comprends ce que c'est que d'être une avocate. Oui, donc c'est un quatre-mains fructueux. Voilà, par exemple, le volet chaotique du huis clos, il est compliqué à comprendre. Et Béatrice a cette qualité. Elle est très précise, elle est très exacte quand elle raconte ce qui s'est passé. Elle était vraiment dedans. Oui, j'ai dit aussi tout à l'heure qu'il y a un autre personnage, c'est la ville de Marseille. Marseille est une ville dans laquelle Béatrice est née, qu'il a façonnée, qu'il a construite. Oui, qui est très présent. Tant mieux. La solitude du procès, c'est intéressant aussi quand même de vous entendre sur cette longue traversée. Et vous êtes 2, voire 3, parce que votre compagnon est dans la salle. Bien sûr. Et c'est cette relation qui se noue seul contre tous. Comment on tient? Parce que physiquement, d'ailleurs, on va en parler, il y a de la perte. Comment on tient seul contre tous? On se conditionne. C'est-à-dire on sait que le combat va être âpre. On sait que quand je préparais ce dossier, je disais il faut que je sois, pardon, c'est pas très français, mais il faut que je sois béton parce que
ils vont être là et ils vont venir sur tous les sujets. Donc, il fallait que je connaisse mon dossier sur le bout des doigts. Oui, 60 000 pages de dossier, vous vous réveillez la nuit dès la moindre idée. Exactement. Et il faut que je le connaisse par cœur et il faut surtout que je réagisse et que je sois à l'affût du moindre mot, de la moindre expression qui pourrait être non conforme à ce qui est écrit dans les procès-verbaux. Donc, je résiste comment ? Je me conditionne. En même temps, c'est une ambiance qui n'était pas connue et qui n'était même pas soupçonnée. Oui, il faut expliquer que vous n'aviez absolument pas conscience du retentissement médiatique qu'allait prendre ce procès. Personne. Avec des journalistes du monde entier pendant plusieurs mois. Même pas le garde des Sceaux. Même pas le garde des Sceaux. Il a refusé le classement PHN, procès hors norme. C'est ça. Et pour revenir là, aux accusés, aux principales, aux condamnés, vous êtes celle qui le connaissait le mieux. Oui. Et puis vous avez vu tout le procès, tous ces hommes qui ont été condamnés les uns après les autres. Au fond, quelle idée vous avez gardée de la nature humaine ? Parce que on se dit, mais le mal est au plus profond de l'homme. Et même, on se dit même, vous savez, il y a un auteur latin qui a dit « l'homme est un loup pour l'homme ». Hobbes. Et homo lupus hominem. homini. Et en fait, là, dans le procès, c'est l'homme est un loup pour la femme. Mais c'est au plus profond des hommes. Alors, votre question, c'est sur la nature humaine en général ou sur la nature masculine ? Les deux. Mais aux femmes de faire aussi des choses pas bien. La nature humaine, elle est insoupçonnée, insoupçonnable. On ne peut pas la maîtriser. Je veux dire, ce dossier, c'est l'expression même de tout ce qu'on ne peut pas. Vous voyez, c'est Dr Jekyll, Mr Hyde. Oui. Il y a le Pellicou qu'on connaît, et puis il y a celui qui... Oui, parce que les experts le disent. Parce qu'ils disent bien qu'il est clivant, qu'il a une personnalité clivante et qu'il a, au fond de lui, deux personnalités qui cohabitent. Mais il n'y en a pas un qui camoufle l'autre. Non, je ne crois pas. Sur la dimension sociétale qu'a pris le procès, il y a la salle d'audience, bien évidemment, puis à l'extérieur. On va voir cette scène. C'est un des avocats, maître Christophe Brucci, avocat d'un des accusés de Mazan, chahuté par des manifestantes féministes. Allez, les tricoteuses. Regardez. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques, c'est mal embouché. Le message, c'est merci. Avec le sourire. Il est élégant. Voilà, c'est un avocat. C'est pas forcément, il faut le redire, c'est pas forcément évident. Il y avait beaucoup de violence, on le voit. Là, les féministes étaient très très présentes dans ce procès. Comment vous avez vécu ça ? Parce que ce procès, il est devenu presque plus qu'il n'était, c'est-à-dire le procès de la masculinité, on a pu l'écrire, le procès de la culture du viol, des hommes qui n'appellent pas la police, avec cette idée qui participe à ces viols de Madame Pellicot, parce qu'ils croyaient qu'elle était d'accord. Le consentement était délégué par Monsieur Pellicot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'une femme ne peut... On doit lui demander son avis. Il a dépassé largement les frontières du pur droit. Oui. Vous avez compris ça ? Est-ce que vous pourriez dire que, d'une certaine façon, c'est pour ça que ça rejoint la question de Laurent Geoffrin sur la nature masculine ? C'est aussi ce procès-là, sociétal-là, qui était en jeu. Je pense qu'il a tellement percuté les esprits de ce point de vue-là qu'il faut quand même se rappeler que pendant les débats, vous avez une pétition qui est sortie, signée par 200 hommes, en disant « Attention, ne confondons pas les choses, on n'est pas tous dans le même panier, on ne peut pas généraliser la nature masculine. Et ce que vous voyez au travers de ce procès Mazan, ce n'est pas nous. » Et donc ce dossier, il a tellement donné un coup de pied dans la fourmilière qu'il était nécessaire pour ces gens-là, pour ces hommes-là, de venir remettre un petit peu les choses dans le contexte. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Pas de confusion. Vous pensez que la pétition n'avait pas de sens ou était ridicule ? Au contraire, elle a au contraire tout le sens. Elle a cette portée-là de dire que ce dossier a tellement produit, a tellement percuté les esprits qu'il était nécessaire que les choses soient dites, qu'on ne pouvait pas mettre tous les hommes dans le même panier. Mais ces hommes-là... Oui, mais ça donnait ce sentiment au départ. On dit, mais n'importe qui est venu sur un réseau et ils ont trouvé normal de se livrer à ces actes-là sans se poser trop de questions, apparemment. Ah non, ils ne se sont posés aucune. Non, aucune. Ça, c'est certain. Donc on se dit, mais alors c'est n'importe qui peut faire ça. Hein. Oui. Oui, mais c'est le sujet... Oui, mais alors du coup, mais vous dites les 200 hommes là, qui ont signé pour dire, mais non, on n'est pas comme ça.
ils ont tort finalement. C'est la pétition Non, Not All Men. Non, ils n'ont Not pas All tort. Men. Ils ont voulu simplement éviter la confusion. Vous pouvez Pas en mon nom. Regarde, Monsieur Chauffin, je veux pas Pas dire en que mon vous nom. étiez potentiellement dans Oui. cette salle d'audience. Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est On ne sait jamais. ils ont été mais ils ont été ils ont ressenti la nécessité justement de dire ne commettez pas de confusion. Mais après, les gens qui étaient dans la salle d'audience, pardon, mais c'était des gens comme vous et des gens comme le lambda qu'on rencontre chaque jour. Comment va-t-il aujourd'hui? Vous avez gardé un lien, on l'a bien compris. Il y a 2 autres affaires en cours, ce qu'on appelle des cold cases, dont l'une qui a été reconnue, 1999, et 1991. Viol. Et il y a même, et ça il nie complètement les faits, 91, un viol puis un meurtre. Il va y avoir un autre procès. Les faits Pour sont l'instant, le prescrits. dossier est en cours d'instruction, donc on verra ce que l'instruction donnera et si effectivement le juge d'instruction en charge de ce dossier décide de le renvoyer ou pas devant la cour d'assises. En tout cas, je ferai tout pour que ce renvoi n'ait pas lieu. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un retour sur soi-même? Est-ce qu'il vous en parle de ce procès et des échos qu'il produit en lui aujourd'hui, depuis sa prison de Marseille? Monsieur Pellicot n'a pas changé son état d'esprit. Dès la première rencontre que j'ai eue avec lui, il était dans une reconnaissance totale et avec une conscience parfaite de la gravité de ce qui avait été commis. Donc, la condamnation, il l'a acceptée. Il n'a pas C'est pour ça qu'il n'a pas fait appel. Vous avez pris le temps d'ailleurs d'en parler longuement avec lui. Exactement. Et donc aujourd'hui, il sait qu'il est à une place qu'il a méritée, quelque part. Donc maintenant, il est combatif pour le reste, en revanche. Voilà. Il conteste absolument les faits qu'on lui reproche en 1991. Et c'est notre combat, ce sera notre prochain combat. Comment on traverse cette épreuve-là après? Qu'est-ce qui reste? Parce que voilà, c'est le procès d'une vie, puis vous avez enduré. Peut-être qu'on peut raconter cette anecdote à nos téléspectateurs. Il y a eu un moment de somatisation directe, de stress, qui vous a fait avoir un accident de vertèbres. Vous avez des vertèbres qui ont été tassées. Oui, en fait, pendant l'instruction, j'ai eu un tassement de vertèbres avec le port d'un corset pendant plus de 10 mois. Et puis, pendant les 3 mois et demi d'audience, mon dos, mon corps m'a soutenu parfaitement. Et puis, à l'énoncé du verdict, ça a lâché. Comme si, en fait, le dos était un organe à part entière, il l'est, mais en tout cas qu'il avait une certaine personnalité pour venir me rappeler à son bon souvenir et me dire, je t'ai supporté pendant 3 mois et demi, maintenant tu vas me supporter et tu vas te rappeler qu'il faut que tu t'occupes de moi. Donc, c'est vraiment, le corps est magicien pour cela, parce que voilà, il n'y a pas eu... pourtant, j'avais un dos qui souffrait beaucoup, mais je n'ai eu aucune douleur pendant 3 mois et demi. Comment on tourne la page? On peut tourner la page de ce procès-là? On ne tourne pas la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un avant et un après dossier Mazan et que vous sortez de votre anonymat. Donc, les gens vous reconnaissent, les gens vous en parlent. Alors, du coup, vous avez beaucoup de tueurs confondus par des preuves accablantes qui viennent vous voir en disant c'est à vous de me défendre. Eh ben non. Non, non, pas du tout. C'est décevant alors. Voilà. Mais non, j'ai une activité professionnelle qui a été un peu mouvementée, mais j'ai surtout une vie professionnelle qui a changé. Oui. Et en même temps, vous prenez encore des dossiers qui sont peut-être moins passionnants, si je dois dire, avec des guillemets, évidemment. Mais qui reste la vie d'un homme. Quels sont vos modèles d'avocats? Vous dédiez ce livre, enfin vous avez une citation de Robert Badinter. Dans quelle filiation de pénaliste vous vous situez, Béatrice Zavarro? Je peux pas m'affilier à quelqu'un, mais je sais que Badinter m'a parlé, que Henri Leclerc m'a parlé, d'autres gens qui sont plus proches de moi aujourd'hui qui me parlent encore. Voilà, j'écoute, j'ai lu beaucoup et j'ai écouté beaucoup de ces confrères qui sont plus aujourd'hui, mais qui m'ont beaucoup enseigné. Merci beaucoup. Je peux ajouter un mot à la modestie de Béatrice. L'engagement, c'est pas rien l'engagement. L'engagement de l'avocate, elle est dans cette lignée-là. Défendre l'indéfendable. Merci l'indéfendable. À vous deux. L'avocate Dominique Pellicot raconte. Vous plongez dans le procès, vous plongez aussi dans le métier de pénaliste, avocat pénaliste au cœur. Je suis sûre qu'il y a des jeunes qui nous regardent et qui trouveront peut-être le début d'une ambition professionnelle, si ce n'est d'une vocation. Merci à vous. Merci à vous.